Salut tout le monde, c'est Antoine, on est dans mon bureau à l'Assemblée nationale et ce jeudi 13 octobre, j'étais l'invité de CNews pour parler de deux grands sujets. Le premier sujet, c'était les grèves en cours dans les raffineries, notre position aux insoumis à la NUPES vis-à-vis de ce mouvement de grève pour l'augmentation des salaires, la marche du 16 octobre à 14h, place de la Nation à Paris pour la question du pouvoir d'achat. Et puis il y avait un deuxième sujet qui est un sujet assez grave, qui est qu'un professeur a reçu des menaces de mort à son école et donc c'était la deuxième partie de cette émission. Je vous laisse regarder ces deux morceaux-là et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Antoine Léaumont, votre regard, tandis que là sur ces images, juste précision, on a aperçu, il est derrière François Ruffin aux côtés des cégétistes en Seine-Maritime. Donc j'imagine que voilà, le politique rejoint aussi les syndicats. Vous les soutenez dans ce combat, même si on le précise quand même, il y a d'autres syndicats qui eux sont majoritaires au sein de ces raffineries et qui eux ont passé un accord avec la direction, notamment autour de ces fameuses 6% d'augmentation de salaire, la prime exceptionnelle de 3 000 €, l'aide au transport ponctuel de 750 €. Mais évidemment, la CGT est à la manœuvre pour faire monter les enchères, si je puis dire. Mais les revendications de départ des salariés, c'était une augmentation de 10%. Et cette revendication, elle est légitime, vous l'avez dit, compte tenu du fait que Total a généré cette année et l'année dernière des profits qui sont mirobolants et qu'il ne faudrait pas oublier que les profits des entreprises sont dus au travail des salariés. Donc c'est une question de partage de la richesse. Quand des entreprises génèrent du profit, il est normal qu'il y ait une part qui revienne aux salariés, et là, c'est ce que demandent les salariés. Notre présence sur ces raffineries, elle a du sens. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais hier sur une de ces raffineries également avec plusieurs de mes collègues insoumis, mais ça a du sens parce que c'est quelque chose que nous avons porté cet été dans la question du projet de loi pouvoir d'achat. Je mets des gros guillemets sur pouvoir d'achat parce que je ne sais pas si les Françaises et les Français ont vu augmenter leur pouvoir d'achat depuis que cette loi est passée, mais c'est pas ce qu'on me dit en tout cas. Nous avions porté l'augmentation des salaires. Et c'était vraiment le centre de notre argumentation. Nous avions d'ailleurs proposé l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Augmentation du SMIC a été refusée par l'ensemble de nos adversaires qui vont de la Macronie jusqu'au Rassemblement national. On laissera Philippe Ballard d'ailleurs vous répondre tout à l'heure. Mais nous avions proposé ça et en face on nous répondait non, ce qu'il faut c'est des primes et de l'intéressement aux entreprises. On voit aujourd'hui, et l'extension du mouvement de grève dans d'autres secteurs montre bien que la question centrale, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et donc, il est normal que nous y allions. Mais alors, je précise, parce qu'on nous dit souvent, vous faites de la récupération politique, etc. Nous n'allons sur ces raffineries que lorsque les salariés en grève sont d'accord et considèrent que c'est utile que nous venions sur place. On ne va pas genre comme ça vous en s'imposant. Vous vous pointez pas de manière inopinée. Exactement. Okay. On vient si jamais les salariés organisés dans la lutte nous disent c'est utile, ça fait parler de notre lutte et donc merci de venir, mais voilà. Mais je vais faire un petit addendum à ma question quand même, petite question subsidiaire. Ceux qui contestent aujourd'hui cette augmentation, en tout cas qui disent peut-être qu'ils sont un petit peu gourmands, pointent aussi le fait que chez Total, l'actionnariat des salariés est plus important que dans d'autres corps de métier, dans d'autres entreprises, à hauteur de pratiquement 8%, ce qui n'est pas rien quand même. Je crois que c'est 6,8. Ça veut dire que si les dividendes augmentent, eux aussi Justement, je leur ai posé la question aux salariés, parce que vous savez, c'était une grande question, c'était alors vous êtes des privilégiés, combien vous gagnez, etc. Donc on a rigolé un peu sur le sujet, parce que ce ne sont pas des privilégiés, et d'ailleurs l'un d'entre eux m'a dit que leur espérance de vie était 7 ans, inférieure à la moyenne. C'est des travaux pénibles, on parle pas de on gens... est sur les 3-8, oui. Voilà, donc c'est des travaux qui sont pénibles, donc le salaire qu'ils ont représente aussi une réponse à cette pénibilité-là. Mais j'ai oublié en cours de route la question qui était sur l'actionnariat, le fait qui était sur l'actionnariat. Donc je leur ai demandé, je leur ai dit mais alors donc vous êtes des gros privilégiés d'actionnaires en plus. Ils m'ont dit non. En fait, et c'est logique, ceux qui ont davantage d'actions sont les profils cadres qui ont plus d'argent et ceux qui travaillent. Moi, ils m'ont dit nous si on a une cinquantaine d'actions, c'est un maximum. Donc ça ne joue pas énormément dans leur C'est pas le début de la richesse pour eux. Et puis surtout, c'est encore une question de répartition entre capital et travail. C'est le travail qui produit la richesse. Le fait d'être actionnaire, le fait d'avoir du capital, donc de l'entreprise, n'est pas ce qui produit la richesse. Eux, ce qu'ils demandent, c'est une meilleure répartition pour le travail, à défaut du capital. Philippe Ballard, juste en réponse au SMIC, parce qu'on a bien compris maintenant, et on va en reparler dans le détail, que ce conflit risque de s'étendre, que en gros la CGT aimerait bien voir une grève générale au niveau des autres secteurs. Est-ce qu'il n'eût pas été bon de commencer par le commencement avant que d'en arriver à peut-être une situation de blocage social dans le pays? Alors, pour répondre directement à mon collègue, c'est vrai qu'on nous n'avons pas voté la hausse du SMIC à 1 500 € parce qu'on a une autre proposition qui est plus intelligente que Marine Le Pen a portée pendant la présidentielle. C'était une augmentation jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire 4 500 € de 10% sans charge patronale.
Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, si vous avez regardé les chiffres, il y a des défaillances d'entreprises qui se multiplient dans le pays. Si vous demandez une augmentation du SMIC à une entreprise qui est ric-rac, à risque de mettre la clé sous la porte. Voilà, c'était 10% jusqu'à 3 SMIC, parce que quelqu'un qui est payé 200 € de plus que le SMIC actuel, s'il y a une augmentation du SMIC à 1 500 €, à quoi servent ces compétences? Enfin, il faut juste aller jusqu'au bout du raisonnement. Bon, après la mobilisation avec tous les politiques qui se rendent, comme on peut le voir sur ces images, faut pas oublier que dimanche, il y a une journée de mobilisation organisée, entre autres, par les filles. Donc le là, fameux 16 octobre. Je pense qu'il ne faut rien attendre avant dimanche prochain, voire même peut-être le 49.3. Juste ça sera après. En guise de réponse, et puis on va intégrer nos autres invités. Juste pour répondre sur ça, en fait, le point de désaccord qu'on a, c'est vrai, c'est un point de désaccord qui est assez majeur, c'est que vous dites il faut moins de cotisations patronales sur les salaires et moins de cotisations, et donc augmenter le salaire net. Sauf que le salaire brut sur lequel il y a des cotisations, c'est aussi du salaire. C'est ça qui paye la sécurité sociale, c'est ça qui paye nos droits sociaux. Donc, quand on augmente le SMIC brut, on augmente à la fois les cotisations, on fait d'ailleurs rentrer davantage d'argent dans les caisses de l'État au passage, mais on augmente le salaire net également. Et nous avions assorti notre proposition, parce que c'est vrai, il y a un problème qui est exact, mais que font les petites entreprises qui ont des salariés au SMIC et qui vont avoir des difficultés. Eh bien, notre proposition était assortie d'une réforme de la fiscalité sur les entreprises, de manière à ce que les petites entreprises payent moins de cotisations patronales et que les grandes entreprises en payent davantage. C'est une manière de faire dans l'entreprise qui existe pour les particuliers, c'est-à-dire un impôt progressif à l'intérieur des entreprises. Donc, c'était pas une proposition qui était en l'air comme ça, mais la question de l'augmentation du salaire brut et du salaire net à la fin, c'est une question qui est centrale pour les gens. Raphaël Steinville, peut-être. Oui, moi je vous entends, alors c'est très intéressant, mais bon, la présidentielle malheureusement elle est terminée et l'un et l'autre, vos candidats ont perdu. Moi il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est vous dites que vous répondez et vous êtes présent auprès des syndicalistes lorsqu'ils vous font l'invitation de partager leur combat, mais est-ce que vous avez seulement la curiosité de vous rendre dans un certain nombre de stations Total ou autres stations en France où des queues et des queues d'automobilistes attendent, patientent, sont dans l'incapacité de pouvoir faire le plein, d'aller travailler. C'est ça qui est assez surprenant. Bien évidemment que vous allez être accueillis avec des roses par les syndicalistes de la CGT, mais les autres, les Français qui sont pour beaucoup abandonnés, désespérés face au silence du gouvernement qui tarde à prendre des réponses énergiques pour que ces déblocages se fassent, et vous qui continuez dans la surenchère et appelez même à la grève générale. Il y a quand même des gens qui votent pour vous, dans ces gens qui sont confrontés aux difficultés. On pense aux artisans, plein. Enfin, il y a tout dans tous les secteurs d'activité. Il y en a partout. Donc oui, on imagine. Vu la moisson quand même que vous avez fait, on imagine que ça transcende quand même les catégories sociales. Et je voulais quand même préciser que ces gens-là, à 70%, ils sont contre le mouvement aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste pour reposer. C'est pas tout à fait ce qui est. Non. Alors ça dépend comment on pose la question. Si on regarde le sondage, il y a un sondage qui a été fait très récemment, qui est un sondage qui pose aussi la question de est-ce qu'on comprend en gros les revendications des ouvriers. Ils les comprennent. Ils comprennent les revendications, mais la grève, ils sont pas nécessairement opposés au mouvement. Ce qu'ils disent, c'est que la grève pose des problèmes concrets. Mais ça, il faudrait être absurde pour dire que ce n'est pas le cas, puisque c'est le principe. Le principe d'une grève, c'est de bloquer une partie de l'économie. Donc oui, il peut y avoir une forme de colère qui s'exprime face à la situation, mais je rappelle que les responsables du blocage sont ceux qui refusent de partager la richesse. Les salariés sont juste en train de se battre pour le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, moi je dis aux gens qui ont envie de se battre pour leur pouvoir d'achat, précisément de se rendre à cette marche du dimanche 16 octobre, 14h, place de la Nation à Paris, pour porter la question du pouvoir d'achat. On va parler de ce professeur de confession juive qui est menacé de décapitation dans un courrier particulièrement explicite qui fait même référence à Samuel Paty. Alors comme lui, il enseigne l'histoire géo et il a accepté de se confier sur ce qu'il a enduré, sur le malaise aussi qui règne dans l'éducation nationale dès lors qu'il est question des questions de laïcité. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Thibaut Marcheteau, Augustin Donadieu et Amaury Bucco. Bon, je vais essayer de la lire. L'émotion est encore vive. Ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin. On va lui faire une Samuel Paty, à lui et son père, le vieux rabbin sioniste. 5 lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant. On va s'occuper de lui à la sortie du lycée. Et celle de sa famille. C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur puisque
Il y a le nom du collègue, donc c'est pour faire mal aussi. Ce courrier apparaît en effet presque 2 ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty. C'est une lettre qui n'est pas envoyée à n'importe quel moment, donc oui, ça interroge et ça met dans une angoisse voilà, certaine. Quoi. Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole. Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de l'institution ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censurent. Ça, je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis de ces menaces quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur les professeurs. Et oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, quoi. Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte. Je suis déterminé à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de rompre une passion, une vocation, même pour des menaces, mais c'est certain qu'il y avait un avant, il y aura un après, oui, c'est certain. Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public. On rappelle aussi qu'au début du mois, au lycée de Tannes, ça c'est dans le Haut-Rhin, un prof avait été menacé par l'oncle d'une élève, à peu près dans les mêmes termes, à l'issue d'un cours sur la laïcité. Caroline Pilastre, outre le fait que c'est insupportable d'aller travailler la peur au ventre, hein, ça, on imagine ce qui peut arriver et traverser l'esprit de cet homme, il y a tout dans ce témoignage. Il y a évidemment les menaces, il y a l'antisémitisme, il y a les atteintes à la laïcité, et puis même il rajoute l'autocensure que s'imposent les profs. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est pas la première fois que ça arrive. On sait très bien que dans certains quartiers, dans certains établissements, il y a une omerta. Il ne faut pas faire de vagues sur certains sujets liés à l'instruction de la Shoah ou du colonialisme ou de la laïcité. Là, le proviseur a soutenu son professeur, c'est une très bonne chose. Il faut que la hiérarchie, l'administration, le rectorat soient toujours avec ses professeurs. Il ne faut pas les laisser tomber. Et ce qui est terrifiant depuis l'horrible histoire de Samuel Paty, c'est que c'est devenu, dans certains cas, un élément de langage. On va te faire une Samuel Paty si tu parles de laïcité. Enfin, on marche sur la tête. Et moi, j'attends surtout la réaction du ministre de l'Éducation nationale. On ne l'entend pas, en fait, sur ces questions. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il réagisse, parce que ça serait un message fort envoyé à certains individus qui ne respectent pas la laïcité, les valeurs républicaines et tout simplement les professeurs. Antoine Léaumont, vous êtes outré ? Oui, déjà moi je veux dire, avant de vous répondre, je veux dire mon soutien à ce professeur. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas mon soutien et le courage qu'il a aussi d'y aller. Maintenant, il y a une question qui s'était posée déjà pour Samuel Paty, qui est la question des moyens qui sont mis en œuvre pour protéger les gens quand ils sont victimes de menaces. Et il y avait eu, dans le cas de l'affaire Samuel Paty, des alertes qui avaient été faites et qui n'avaient pas été suivies des faits. Là, on a un cas qui est très grave. C'est une menace de mort qui est extrêmement directe, une menace de décapitation. Et j'espère que les moyens seront mis par le ministère de l'Intérieur. L'inspection académique va s'en saisir. Mais j'espère que le ministère de l'Intérieur va aussi faire le travail pour faire en sorte que ce monsieur soit protégé. Parce que ce ne sont pas des menaces qu'il faut prendre à la légère. Mais au-delà, qu'est-ce que vous faites pour forcer les élèves à se conformer à l'apprentissage qu'ils ont à se voir dispenser dans un établissement public dans notre pays ? C'est déjà le cas. L'école est obligatoire à l'école. L'école est obligatoire. Les cours sur la laïcité, ça fait partie du corps. Oui, bien sûr, mais il faut continuer à enseigner ces cours. Et je le répète, la laïcité est le moyen de vivre en paix à l'intérieur d'un pays. Nous sommes un pays qui a vécu des siècles de guerre de religion. Et il ne faut pas y revenir par l'abandon de cette laïcité. Donc il faut toujours la défendre et la porter. Et je pense que les menaces qui sont faites sur ce sujet-là ne doivent pas être écoutées. Il faut être très ferme, très fort vis-à-vis de ces menaces. Mais au-delà de la non-conformité d'un élève à un cours, c'est l'exclusion ? Je comprends pas ce que c'est que la non-conformité. Quand un élève, parce qu'on va voir aussi qu'il y a des atteintes à la laïcité, des signalements qui sont en hausse, 313 signalements en septembre, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que quand un élève refuse de se plier à l'injonction de son prof, il doit être sanctionné, il doit être viré du lycée. Il doit être sanctionné, mais le virer n'arrangerait pas le problème. Parce que si vous virez l'élève, qui ensuite va faire des cours sur la laïcité ? Qui va donner à cet élève la possibilité d'apprendre autre chose que ce que potentiellement il peut apprendre à l'extérieur ? Donc une sanction en espérant qu'elle marche, quoi. Okay. Évidemment, mais il faut surtout à la fin que les élèves retournent à l'école et apprennent... Philippe Ballard, puis Raphaël Steinville.
Écoutez, on est face à une idéologie qui gangrène non seulement le milieu scolaire, mais toute la société, une idéologie islamiste. Vous savez, en 2004, il y avait un rapport Aubin. C'était un inspecteur général de l'éducation nationale qui dénonçait, qui alertait, parce que c'était son rôle d'alerter, pas de dénoncer, mais ce qui se passe. Il y a eu Creil, l'histoire des jeunes filles voilées, 1989. C'est pas nouveau. Tous les gouvernements de droite, de gauche, du centre ont mis la poussière sous le tapis. Aucun ministre de l'Éducation nationale n'a voulu dévoiler le rapport Aubin, à tel point d'ailleurs que lui a décidé d'en faire un livre qui est sorti, je crois, en 2005. 2005. Ouais, donc ça commence à dater un peu. Ça fait 17 ans. Donc cette idéologie qui gangrène la société française, c'est pas nouveau. Après, parfois, moi j'ai rencontré des proviseurs et l'Éducation nationale leur disait, écoutez, gérez ça au mieux. C'est hashtag pas de vague, hashtag pas de vague. Faut pas que ça se sache, faut pas qu'on en parle. Et vous parliez du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pap Ndiaye. On lui a posé mardi dernier une question orale à l'Assemblée nationale et il nous a dit oui, on condamne fermement. D'accord, très bien. Mais vous faisiez référence à ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin. Le rectorat dit on condamne fermement. Non, mais on n'a pas à condamner fermement. Et puis quand même, on peut pas faire l'économie de la réflexion. Il y a un lien évident entre politique migratoire et ce qui se passe dans nos établissements scolaires. Raphaël Steinville, le vrai scandale, il est là aussi, il est sur le fait du non-soutien et qu'on ne prenne pas en compte ces menaces contre les profs aujourd'hui. D'abord, c'est évident, il y a une offensive islamiste à l'école. C'est marqué par un certain nombre d'événements qui sont rapportés notamment sur cette chaîne, par ces signalements désormais mensuels voulus par Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, et d'une certaine manière c'est tant mieux. Il dessille un peu, lui qui a eu si longtemps les yeux grands fermés, prend conscience de ce phénomène, mais il y a quand même aussi une immense responsabilité du pouvoir politique, en l'occurrence du ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas encore pris la pleine mesure. Il faut voir qu'en septembre, son ministère a envoyé une circulaire pour finalement rappeler cette loi de 2004 et prendre en compte les nouveaux événements, de nouveaux phénomènes d'abaya et de camis que l'on voit dans les écoles. Mais c'était extrêmement flou et les proviseurs sont dans l'incapacité finalement aujourd'hui d'avoir vraiment les moyens d'agir. Et après, il y a une complicité d'un certain nombre de mouvements politiques et notamment de la France insoumise, de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme qui, en même temps qu'elle condamne sur les plateaux de télévision les menaces qui sont faites à l'encontre d'un certain nombre de professeurs, participe, soutient notamment ces élèves qui revendiquent le port de l'abaya et du camis dans les écoles. C'est le cas notamment, c'était hier à Nanterre. Il y a le blocage du lycée. D'un lycée à Nanterre, justement sur l'une de ces revendications qui est de pouvoir porter l'abaya et le camis, et on voit des députés de la France insoumise qui sont en soutien de ce blocage de ce lycée. Très honnêtement, il y a une complicité évidente et je trouve extrêmement dangereuse entre l'islamisme et la France insoumise aujourd'hui. Les tenues islamiques à l'école pour vous, c'est non et c'est tout. Les tenues, pardon ? Islamique à l'école, c'est non. Il faudrait définir ce que c'est qu'une tenue islamique. Mais je voudrais revenir d'abord. Abaya, c'est facile. Là, franchement, attendez, c'est facile. Moi, j'ai écouté un sujet de vos confrères de BFM TV qui interrogeaient des jeunes filles pour savoir si elles considéraient que leurs tenues étaient des tenues islamiques. Elles disent non, ce sont des tenues qu'on a l'habitude de porter, nous, et qu'elles préfèrent avoir des vêtements qui sont plutôt amples que des vêtements serrés. Je dis, si on met en place, si vous voulez mettre en place... Bienvenue dans la politique d'intégration et d'assimilation. C'est le communautarisme à l'état pur. Des réponses comme ça, mais c'est dramatique, c'est grave. J'ai attendu patiemment que vous disiez ce que vous aviez à dire. Si vous voulez mettre en place une police du vêtement à l'école, proposez-le par amendement, essayez de le faire passer, et puis essayez de mettre en place... Il y a la loi de 2004. Sur le voile. Voilà. Sur le voile, c'est un truc très spécifique. Elle détourne justement la loi. Faites une loi sur la baya si vous avez envie. Je voudrais dire une chose qui est très importante, parce que c'est ce que vous dites est faux. Nous n'avons aucune complicité avec l'islamisme, et ce sont nos camarades qui meurent de l'islamisme dans les pays comme la Tunisie, par exemple. Donc, j'aimerais que sur ce point-là, vous ayez un petit peu de respect, peu de respect pour nous, parce que ceux qui combattent les islamistes politiques, c'est nous. Et si vous voulez parler de la France, on pourrait aussi poser la question des relations internationales avec l'Arabie Saoudite notamment. Maintenant, pour revenir sur un point qui me semble très important et qui n'a pas été évoqué. Ici, on est en train de parler d'un professeur, mais ce n'est pas le seul à être menacé dans cette lettre.
il y a aussi son père qui est menacé de mort, lui aussi, qui est un rabbin. Donc c'est une menace qui est antisémite et qui est très forte. Moi, je demande au ministre de l'Intérieur de mettre les moyens pour protéger non seulement le professeur, mais aussi son père, puisque lui aussi est victime de menaces. Donc il ne faut pas prendre cette menace. Il ne faut pas prendre cette menace à la légère et répondre à cette menace par des actes qui sont des actes forts. En dehors du professeur, vous ne pouvez pas nier qu'il y a certains quartiers, dont le 93, où il n'y a plus une seule personne de confession juive qui habite là-bas parce qu'elle prend des risques pour sa vie et celle de sa famille. Et s'il y a les alias, comme on dit, c'est-à-dire les départs en Israël de beaucoup de nos concitoyens de confession juive pour Israël, c'est à cause de ces raisons. Et moi, j'aimerais que votre parti soit très clair sur ces questions. Parce qu'effectivement, parfois, on a la sensation que c'est de l'opportunisme électoral. En dehors d'une idéologie, vous défendez une minorité qui est une minorité la majorité du temps maghrébine ou africaine. C'est votre droit. Mais quand on a un combat, on défend tout le monde. La justice, c'est d'inclure tout le monde qui vit du racisme. Et l'antisémitisme, c'est du racisme. Et c'est un racisme très particulier. Vous avez parfaitement raison. J'ai bien compris que vous alliez placer ça sur le plan de la statistique, mais vous comprenez quand même que... Vous dites philosophiquement, il y a un souci. Vous dites qu'il n'y a plus une personne juive qui vit en Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas la statistique que vous avez. À mon avis, c'est. Allez devant les écoles. Il y a des villes où il y avait une forte communauté juive qui délaisse ces quartiers. Enfin, je veux dire, aller à Trappes, aller à Roubaix. C'est pas non plus le procès d'Antoine Léaumont. Si, c'est toujours le procès de la France insoumise. Je vais vous dire simplement pourquoi. Pour une raison simple, qui est que dans la campagne présidentielle et avant la campagne présidentielle, alors que les musulmans étaient menacés par certains propos, nous avons défendu les musulmans. Mais comme nous avons défendu les juifs et comme nous défendons le droit à tout le monde d'exercer librement sa religion. Le problème est quand une personne ne peut pas exercer librement sa religion. Ça, c'est un problème pour la laïcité de l'État. Parce que ce que dit la laïcité de l'État et ce que dit la loi de 1905, c'est que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire que normalement, il est aveugle. Il ne sait même pas voir. Donc vous voyez des abayas, vous voyez des voiles, vous voyez tout un tas de trucs, vous voyez des choses. Vous n'êtes pas comme l'État. Non, je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis en train de vous poser la question de savoir si vous avez un problème avec le fait que les gens portent un voile et qu'ils sont musulmans ou avec le fait qu'ils sont maghrébins. Et c'est ça la question qui se pose à la fin. La question est de savoir si oui ou non, vous êtes en train de tenir des propos racistes. Et moi, non, mais attendez, moi j'ai dit très bien, on ne peut pas faire l'économie quand même d'une réflexion. Antoine Léaumont, je vais vous dire un truc. Quand on voit les vidéos de certaines jeunes filles, vous dites elles sont tout à fait dans leur droit de porter des vêtements. C'est pas un affichage. Les mêmes jeunes filles souvent vont sur les réseaux sociaux en disant regardez comment on a grugé le système, ils nous ont pas vus, on a réussi à mettre la tenue machin, je me suis changée dans le couloir. Vous les connaissez ces vidéos, vous allez pas dire qu'elles font pas exprès. Elles font des tutos pour contourner les lois et le droit. Je regarde passer Monsieur, news en fait, le problème, vous en avez eu 20 moi non. d'école de la Honnêtement, vous me l'apprenez. Je vais juste répondre. Vous me l'apprenez très bien. Donc si jamais il y a une réponse à apporter, c'est une réponse légale. Si vous considérez que l'abaya est une tenue qui est une tenue à caractère prosélyte sur la question religieuse. Et bien, la réponse c'est oui. Attendez, pour la même raison pour laquelle le voile a été interdit à l'école, à savoir on considérait que c'était prosélyte, eh bien alors il faut faire une loi qui interdit l'abaya. Moi je considère, je vais juste aller jusqu'au bout. On compte sur vous, il faut déposer un amendement à l'Assemblée nationale. Non, parce que moi je considère que mettre en place une police du vêtement sur ce sujet, ça ne sert à rien, et par ailleurs ça fait exister un problème, ça fait exister une victoire pour nos adversaires politiques. Et alors attendez, mais non, j'ai dit, non mais clairement, enfin, si vous faites pas le lien entre immigration et cette idéologie qui se répand non seulement dans les écoles, mais en France, c'est que soit vous êtes dans un déni de réalité, vous voyez pas l'éléphant au milieu du couloir, mais là, la médecine peut plus rien pour vous, ou alors, pardon, mais vous collaborez un petit peu avec cette idéologie. Il y a que deux réponses possibles. Vous regardez ce qui se passe en Iran, quand les femmes se font tuer parce qu'elles veulent retirer leur voile. Mais je sais, à l'Assemblée, vous êtes là, vous les applaudissez. Mais vous avez un discours qui va à l'encontre de ce que ces femmes font en Iran. Vous avez des propos qui sont scandaleux. Non, j'ai parlé tout à l'heure de police du vêtement. C'est précisément ce qui existe. Oui, c'est ce qui se passe en Iran. C'est précisément ce qui existe. Il faut qu'on revienne aussi. Juste quand même pour en finir d'un mot. La police du vêtement, c'est précisément ce qui existe en Iran. Vous proposez de la mettre en place à l'envers en France. Mais vous êtes dans une politique respecter la liberté des gens. Est-ce que l'abaya, c'est une... Elle le disent elle-même. Ce sont des tenues que nous portons pour aller à la mosquée. Donc si là, ça vous ouvre pas les yeux, là, il n'y a plus de débat possible. Mais c'est aussi des tenues qu'elle porte à la maison. Faites une proposition de loi dans ce cas. Oui, mais la maison, ça n'est pas l'école publique, monsieur. Ce ne sont pas les institutions publiques. Il y a la sphère privée et la sphère publique. On aimerait voir un petit peu de cohérence. Évidemment que c'est du prosélytisme. Mais précisément,
Le problème est que je suis le seul à être cohérent. Je dis, il y a une loi pas du tout. Attendez, selon je vous. dis, il y a une loi qui existe sur ce sujet et que je soutiens. Il y a en revanche pas de loi pour l'instant sur l'abaya. Faites une proposition de loi sur le sujet. Et vous la voterez. Portez-la devant l'Assemblée nationale. Et vous la voterez. Et nous aurons le débat pour savoir si oui ou non c'est une bonne chose de mettre en place. Mais oui, parce qu'elle le disait elle-même. Moi, elle le disait elle-même. Personnellement, je considère. Allez, on va devoir s'interrompre parce que sur le terrain, vous le savez. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis juste une petite chose, je le redis, mais ce dimanche, on a une occasion rêvée de faire une marche massive contre la politique d'Emmanuel Macron qui n'a rien fait sur la question du pouvoir d'achat. Il faut donc vraiment s'en saisir. Je vous rappelle, c'est une marche qui a lieu à 14h, place de la Nation, ce dimanche 16 octobre à Paris. Et je vous invite vraiment à vous y rendre très nombreuses et très nombreux. Il y a des départs qui sont organisés de partout en Ile-de-France si vous habitez en Ile-de-France. Pour ce qui concerne ma circonscription, nous allons faire 3 départs collectifs, un à Grigny, un à Sainte-Geneviève et un à Saint-Michel. Et le rendez-vous est à la même heure partout, à 12h30. Donc si vous habitez dans la circonscription, rendez-vous à 12h30 dans ces gares et nous partirons tous ensemble vers la marche et vers la place de la Nation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!